Le thème certainement qui en plus m'a donné envie d'écrire et qui explique un petit peu les premières analyses que j'ai pu publier, c'est la question du sionisme. Alors, c'est évidemment très difficile de résumer ce qu'est le sionisme en quelques mots. Je dirais, c'est un colonialisme bien sûr, mais c'est un colonialisme très particulier parce que le sionisme ne vise pas à asservir les Palestiniens, il vise à les expulser et à les remplacer par des Juifs. Le sionisme, je reprends le mot de Michel Warshawski, c'est une théorie de la séparation. C'est-à-dire qu'il naît à la fin du XIXe siècle et il proclame, à un moment où l'antisémitisme est extrêmement virulent, surtout en Europe de l'Est, mais il commence fortement à se répandre aussi en Europe de l'Ouest, et les dirigeants sionistes, Herzl le premier, disent l'antisémitisme est totalement inévitable, le mélange est impossible, nous ne pouvons vivre qu'entre nous, il faut donc un État juif. Et le sionisme est totalement minoritaire à l'époque dans les différentes communautés juives, en particulier à cette époque 60% des juifs du monde entier vivent dans un seul pays qui est l'Empire russe, avec une immense zone qu'on peut appeler le Yiddishland qui va de la mer Baltique à la mer Noire, et très majoritairement les juifs politisés d'abord abandonnent la religion. Souvent on dit est-ce que juif c'est une religion? Je rappelle que la moitié des 6 millions de morts n'étaient pas croyants. Ils abandonnent très fortement la religion, ils se politisent, et ce n'est pas du tout un hasard si on va retrouver dans la quasi-totalité des partis révolutionnaires d'Europe de l'Est, de toute obédience, un très grand nombre de juifs. Il y a même à l'époque un parti révolutionnaire spécifiquement juif qui s'appelle le Bund, qui est fortement antisioniste, qui prônait l'autonomie culturelle sur place sans territoire spécifique. Et je trouve que sur la question des minorités aujourd'hui, en pleine France avec l'explosion du racisme, les conceptions du Bund restent particulièrement actuelles. Et les sionistes, à côté de ça, sont très minoritaires parce qu'ils sont à la fois en rupture avec les révolutionnaires juifs et ils sont également en rupture avec les religieux juifs. Théodore Herzl avait essayé d'avoir avec lui les rabbins et aucun n'avait dit, pour la religion juive, en gros, l'idée d'une sacralisation de la terre, l'idée d'un retour sur une terre dans laquelle le Talmud dit qu'on y reviendra quand le Messie y sera, n'a aucun sens. Donc le sionisme est à la fois en rupture avec le monde religieux et avec le monde laïque révolutionnaire. Théodore Herzl fréquentait beaucoup les antisémites parce qu'il considérait que quelque part l'antisémitisme aidait son projet. En France, il était un grand ami de Drummond. En Russie, il y a une entrevue célèbre qu'il a avec Plévé, qui est un des pires ministres pogromistes de l'Empire tsariste, et auquel il dit « Vous et moi, nous avons le même intérêt qu'un maximum de juifs russes quittent la Russie ». Et ce sionisme, au début, a très très peu de succès. Le sionisme est un nationalisme très particulier, parce que s'il naît bien avec les idées nationalistes de la fin du XIXe siècle, celles qui produiront toutes les explosions racistes, celles qui produiront le nazisme aussi, c'est un nationalisme qui a inventé le peuple, la terre et la langue. Ça fait quand même beaucoup. Le peuple juif, je fais mienne les conceptions de Shlomo Sand. Il y a des peuples juifs, il y a incontestablement un peuple yiddish, un peuple judéo-arabe, un peuple séfarade, un peuple falacha. Ces peuples ont une communauté de destin liée à la religion. Il y avait des relations entre ces différents peuples. Mais dire qu'il y a un peuple juif, ça ne tient pas. Allons plus loin. Il y a toujours eu, dans le territoire actuel de Palestine-Israël, dans l'Antiquité, des peuples différents qui étaient mélangés. Il y avait les Hébreux, mais il y avait les Moabites, les Iduméens, les Philistins et tout. Et il n'y a pas eu d'exode en 70 après Jésus-Christ, quand Titus prend Jérusalem. C'est la religion juive qui était déjà largement répandue, qui a continué de se répandre. Ce n'est pas le peuple. Bref, pour faire tout à fait politiquement incorrect, les juifs sont très majoritairement descendants de convertis, probablement de Khazars pour les juifs ashkénazes, qui étaient un peuple turco-slave
entre mer Caspienne et mer Noire, probablement de Berbères pour les Juifs d'Afrique du Nord, pour beaucoup d'Espagnols, de Gaulois ou d'Allemands convertis au judaïsme, ou d'Égyptiens, mais les descendants des Palestiniens, les descendants des Hébreux de l'Antiquité sont très majoritairement les Palestiniens. Donc on est un petit peu dans une espèce d'inversion des valeurs. La théorie majeure du sionisme, c'est l'exil et le retour. C'est le peuple juif a vécu 2000 ans d'exil, et grâce au sionisme, il fait un retour sur cette terre. Donc si on considère qu'il n'y a pas eu d'exil, et donc pas de retour, et si on considère que les Palestiniens sont des autochtones, il est évident que ce nationalisme-là a dû inventer et la terre, et la langue aussi, parce que les Juifs avaient des langues. Le yiddish, qui est un allemand, un vieil allemand matiné de mots slaves et de mots hébraïques, le ladino, qui est un espagnol du Moyen-Âge, le judéo-arabe, qui est un arabe très légèrement modifié, mais il est évident que l'hébreu qui a été choisi comme langue nationale en Israël a été la langue des religieux et modernisée, mais une langue totalement artificielle. Donc c'est un nationalisme très particulier. Le sionisme, je l'ai expliqué, ne lutte à aucun moment contre l'antisémitisme, il s'en nourrit. Théodore Herzl parlait sans arrêt de l'affaire Dreyfus, non pas pour dire que la moitié de la société française finalement s'était solidarisée avec Dreyfus et que finalement l'affaire Dreyfus avait été une affaire de liberté et d'égalité des droits pour toute la société, mais il se saisit de l'affaire Dreyfus pour dire si même la France est antisémite, il faut partir. Il se saisit du pogrom de Kishinev, dont ma grand-mère paternelle a été une survivante, non pas pour dire regardez, le Bund a fait des milices d'autodéfense et les pogroms se sont arrêtés, mais pour dire au contraire, puisqu'il y a tellement de pogroms, une seule solution, la fuite. Donc c'est ce type d'idéologie. Le sionisme est une idéologie négationniste. Il faut comprendre que le colonialisme était une valeur dominante, y compris à gauche, au début du XXe siècle. Et quand les colons sionistes arrivent en Palestine, ils ignorent totalement l'histoire, la dignité, l'existence même du peuple palestinien. Si vous allez aujourd'hui sur des sites sionistes, vous verrez, on dit que le peuple palestinien n'existe pas, que c'est un ramassis composite de populations amené là par l'Empire ottoman. Le sionisme quand je dis il a collaboré avec les antisémites, il faut parler de la déclaration Balfour. Balfour était totalement représentatif des élites européennes de l'époque, c'était un antisémite. En 1905, il est Premier ministre de l'Angleterre, il a des déclarations violemment antisémites, et il explique que ces juifs polonais qui arrivent sont inassimilables et tout. Et c'est le même Balfour qui enverra 12 ans après une lettre à Lord Rothschild, par hasard, donnant la Palestine comme foyer national. Donc il faut comprendre que pour les Européens, les Juifs ont été des parias asiatiques inassimilables en Europe, mais que s'ils partaient en Asie, s'ils partaient au Proche-Orient, là ils devenaient des colons européens, et c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui s'est passé à tout moment, c'est ce qui se passera même après 1945. Après 1945, on ne peut pas dire que l'Occident va se sentir coupable de 15 siècles d'antisémitisme et de l'antisémitisme nazi. L'Occident dit en gros aux Juifs, après 1945, maintenant vous avez un pays, vous dégagez quand vous voulez. Daniel Mermet, dans une de ses émissions, racontait qu'il y avait dans le sud de l'Allemagne un assez grand nombre de camps de réfugiés juifs, des rescapés du Yiddishland et des camps de concentration, qui ne savaient pas où aller, qui sont restés pour certains 4, 5, 6 ans dans ces camps-là. Shlomo Sand est né dans un de ces camps, et ils demandaient des visas pour les États-Unis, pour la Grande-Bretagne, pour la France. On ne leur en donnait pas. La seule destination possible, c'était Israël. Et en 1951, le dernier camp de Bavière se révolte. Les policiers bavarois chargent dans un camp de réfugiés juifs, vous voyez un peu l'image, 51, et ils sont tous expulsés en Israël. Donc quelque part, on doit le dire, l'Occident s'est débarrassé de sa responsabilité sur l'antisémitisme, sur le dos d'un peuple qui n'avait pas la moindre responsabilité dans cette affaire, qui était le peuple palestinien.